BFM Business, intégral placement, 100% placement. Et c'est Jean-François Filiatre que l'on retrouve en duplex avec nous depuis Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Quel est votre sujet cette semaine ? Eh bien Cédric, vous le savez, la situation économique est tout sauf folichonne. Les dernières prévisions du Fonds monétaire international prévoient une baisse de l'activité du produit intérieur brut de 12,5% pour la France. C'est donc dans cet environnement que le gouvernement réfléchit et consulte pour son plan de relance économique. Alors je vous ai aujourd'hui amené dans ma besace quelques propositions. Déjà, première question, si l'on regarde l'univers de l'épargne, Cédric, qu'est-ce que vous remarquez ? Plutôt l'ampleur du phénomène, enfin en tout cas l'ampleur de l'épargne. Hier encore, on a eu les chiffres du livret A et du livret de développement durable et solidaire. Depuis le début de l'année, la collecte est de 22 milliards contre 13 il y a un an. Exactement. Assurément, il y a eu dans la phase actuelle un surcroît d'épargne pour une raison simple, c'est que les Français n'ont pas pu consommer. Au passage, vous noterez que ce surcroît d'épargne, il est visible sur tous les placements, sauf un, l'assurance vie. Le mois dernier, une fois encore, l'assurance vie s'est vidée. Cette fois, ça a été de 2 milliards d'euros. En pratique, ça veut donc dire que les Français ont... l'écart entre les retraits et les versements a été négatif de 2 milliards et c'est clairement un effet versement parce qu'on ne note pas une hausse des rachats. Alors peut-être les assureurs paient-ils leur politique suicidaire sur leur rémunération du fonds euro et l'accès à ce fonds euro. Bon, en tout cas, le gouvernement, lui, voit cette épargne et a bien envie qu'on l'utilise, que les Français l'utilisent dès que possible. Ouais, alors là c'est marrant parce qu'on voit dans le discours du gouvernement l'opposition traditionnelle qu'il y a entre l'épargne et la consommation. L'épargne, c'est un peu la peste de notre société de consommation parce qu'un euro mis de côté serait mauvais car il ne contribue pas à faire tourner la machine économique. Cette vision, elle est sûrement simpliste, en tout cas assurément court-termiste. Pourquoi ? Parce que l'euro que vous avez épargné aujourd'hui, vous allez peut-être le consommer demain ou après-demain. Bref, l'épargne, ça peut être une consommation différée. Mais à l'évidence, de la part d'un individu, c'est tout à fait cohérent d'agir ainsi. En revanche, il est clair que pour un politique qui doit rendre des comptes à l'instant T sur la qualité de son action et de ses mesures, c'est assurément une mauvaise nouvelle. Bon, voilà donc, mauvaise nouvelle. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la relance de la consommation de ce surcroît d'épargne ? Je vais vous dire, je crois rarement aux incantations. Je crois plus aux chiffres et aux analyses. Alors cette semaine, on a eu une étude de la BPCE qui est sortie sur l'épargne et la crise. Et voyez-vous, cette étude nous dit que le projet qui a été le plus reporté ou le plus annulé en raison de la crise, ce sont les vacances et les voyages, à 53%, loin devant les travaux dans le logement. C'est d'ailleurs aussi ce poste-là, vacances-voyages, celui qui est le plus annulé définitivement. Et en fait, c'est pour une raison simple. Parce que si vous avez droit à des congés payés, eh bien, vous n'allez pas pouvoir multiplier vos droits sous prétexte qu'il y a eu la crise. Et pire, dans un certain nombre de cas, on vous a demandé de prendre vos vacances pendant la période du confinement. Et puis, si jamais vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes inactif, eh bien, vous n'aurez pas forcément la niaque pour densifier votre planning de voyage et de déplacement. Du coup, j'imagine là que vous faites référence aux différences qu'il peut y avoir entre telle et telle catégorie de population. Effectivement, on peut imaginer que les retraités et les actifs sont pas, ou n'ont pas été tous dans la même situation. Exactement. La BPCE, elle a d'ailleurs classé les Français en fait en 4 catégories. Vous avez les peu impactés et les résilients d'un côté, et d'un autre côté, vous allez avoir les fortement exposés et les déjà fragiles. Et peu ou prou, si on regarde ces deux populations, c'est du 50. Alors, effectivement, les retraités, ils ont peu de chances de voir leur surcroît d'épargne utilisé pour une consommation nouvelle, d'où la première proposition que je fais pour le gouvernement, proposition qu'il pourra intégrer donc dans son nouveau plan de financement rectificatif, loi de finances rectificatif pour fin août, début septembre, c'est d'autoriser à titre exceptionnel un don d'argent d'un montant maximal, par exemple, de 15 000 euros aux enfants ou aux petits-enfants. L'idée, c'est de créer, à titre exceptionnel, à l'occasion du Covid, une sorte de don Sarkozy, vous savez, qui sont désormais rebaptisés dons familiaux de sommes d'argent. Je ferai toutefois, par rapport au don Sarkozy, je changerai une règle, c'est je ferai sauter la règle des 80 ans. Bon, donc première mesure que vous proposez, une exonération de droits de succession pour des dons d'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre besace ?
Eh bien, écoutez, vous avez entendu le président de la République parler de notion de relocalisation. Et voyez-vous, Cédric, moi, ce sujet, il m'interpelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet à la fois d'économie, mais il y a aussi un sujet de souveraineté. Alors, nous n'avons en réalité pas seulement laissé partir nos industries, nous avons aussi laissé filer à l'extérieur notre dette, mais également le capital de nos boîtes. Vous avez eu notamment cette semaine des annonces chez Alcatel, désormais propriété de Nokia, Lafarge, Holcim, EssilorLuxottica. La liste, elle est longue. Juste quand même, je vous donne 2 chiffres. 54% de la dette de la France est aujourd'hui détenue par les non-résidents, et quant au CAC 40, il est aujourd'hui la propriété d'investisseurs étrangers à hauteur de 42,2%. Alors, vous avez envie, naturellement, de participer à cet effort national. Je vous pose la question, comment faire? Alors, normalement, c'est moi qui pose les questions, Jean-François, non? Ouais, alors je vais quand même vous en poser quelques-unes. À votre avis, Cédric, si je regarde le placement des assureurs français avec notre argent, qu'est-ce qu'ils en font? Bah, ils investissent beaucoup en emprunt, puisqu'il y a quand même le fonds euro, et donc j'imagine qu'il doit y avoir un biais domestique majeur. Eh bien, écoutez, je regarde les statistiques de la Banque de France sur les placements des assureurs, et bien surtout leurs placements, c'est-à-dire l'assurance vie, mais également l'assurance dommage, où il y a aussi de l'argent qui est placé. Qu'est-ce que je vois? France, 47%. Biais domestique majeur, certes, si vous prenez comme zone domestique la zone euro, mais si vous vous limitez à la France, c'est loin d'être le cas. De même, allez, je vous charrie un peu, Cédric. Autre petite question, est-ce que vous recevez souvent sur votre plateau des gérants de fonds d'action française? Oui, sans doute. Enfin, Action française, Action européenne. C'est vrai que la bonne vieille SICAV d'Action française, il n'y en a plus vraiment des masses, quoi. C'est plutôt une denrée en voie d'extinction. Et oui, vous avez raison, on a préféré la zone euro, en particulier, entre autres, pour les sacro-saintes raisons de liquidité prônées par les professionnels et dont les particuliers n'ont souvent que faire. Alors, on constate quoi? On constate que les assureurs ne privilégient pas forcément l'économie domestique, on constate que les gestionnaires d'actifs non plus. Alors, question, Cédric, quel type d'investisseur pourrait donc aider le pays? Parce que moi, je vous dis tout de suite, si je trouve des investisseurs qui privilégient les entreprises nationales, eh bien, croyez-moi, je pense qu'il va falloir mettre le paquet pour les séduire. Les investisseurs individuels, peut-être? Évidemment. Je vous connais un tout petit peu, quand même. Évidemment, quand l'épargnant choisit lui-même ses actions, il a plus tendance à privilégier le marché domestique, à se mettre sur des boîtes qu'il connaît, à privilégier aussi la bourse de Paris parce que les ordres y sont moins chers. Donc la population tente d'écrier des actionnaires individuels pourrait donc être la meilleure des solutions au problème actuel. C'est une idée, d'autant que si on en croit une étude faite par l'AMF, le gendarme des marchés, de nouveaux investisseurs sont venus sur le marché durant la crise boursière, là, durant le début du confinement, on va dire, mi-mars. Tout à fait, 150 000 investisseurs. Cela dit, il ne faut pas se voiler la face. Les épargnants, et notamment les actionnaires individuels, ne sont pas idiots. Et la dernière fois qu'on leur a parlé, c'était quand même pour leur dire pas question de toucher vos dividendes, vous êtes des méchants garçons. Et franchement, dans la crise récente, je peux dire que le duo Le Maire-Pénicaud a parfois semblé jouer une parodie du Flo Martinez. On fait quoi du coup pour regagner la confiance ? Déjà, je pense qu'il faut qu'on arrête de raconter des histoires avec ce que j'appellerais l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quoi? C'est on vous dit, ah ben vous vous rendez compte, si vous achetez une action, vous ne financez peut-être pas directement l'économie, mais en fait, vous offrez de la liquidité à un autre investisseur qui peut-être avait financé l'entreprise, à moins que ce soit la personne qui était propriétaire des titres avant, qui, elle, avait financé l'entreprise, ainsi de suite. Je ne vais pas vous raconter des carabistouilles. Actuellement, et d'ailleurs le président de l'AMF l'a confirmé lors de ses vœux en début d'année, la bourse ne finance plus l'économie. Il y a plus d'argent qui sort au titre des dividendes et des rachats d'actions que de levée de capitaux pour les entreprises. Bon, donc justement, dans cette période actuelle, les entreprises ont, on le voit, besoin de fonds propres. Ouais, eh bien je vous propose quelque chose de simple, Cédric. Appelons un chat un chat. Donc en bourse, il y a 2 cas. Soit j'achète une action qui existe déjà, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire, soit j'achète une action que l'on crée parce qu'il y a une augmentation de capital, c'est ce que l'on appelle le marché primaire. Alors dans le premier cas, sur un compte titre, vous êtes soumis à la flat tax, eh bien je suggère que dans le second cas, vous ayez une fiscalité spécifique dès lors que l'on fait des augmentations de capital dans les mois à venir. Vous avez donc une idée en tête? Ouais. Vous savez, ces derniers temps, on nous a beaucoup parlé de la fiscalité des fonds non cotés, parce que eux, on dit, eux, ils financent l'économie. Alors, c'est quoi la fiscalité d'un FCPR? Alors, la fiscalité, je vais quand même un peu vous dire, exonération d'impôt de plus-value à la sortie, sous réserve d'une détention pendant 5 ans.
Eh bien, bravo Cédric, je vais vous dire, je trouve votre proposition fiscale absolument géniale. Bon, attendez, je vais quand même vous challenger. Donc, je souscris une augmentation de capital dans les mois à venir. Vous me proposez une exonération de plus-value, mais je suis bloqué pendant 5 ans. Ouais, je vous le propose dans le cadre d'un compte titre ordinaire. Mais finalement, en fait, Cédric, ce que je vous dis là, c'est la règle, on l'a vu pour les FCPR, mais aussi, si vous réfléchissez bien, c'est aussi la règle qui existe pour l'actionnariat salarié. Alors, j'entends bien dans votre remarque que vous semblez être gêné par le fait de ne pas pouvoir éventuellement sortir avant l'échéance si vous avez besoin d'argent. Bah, à la rigueur, je suis prêt à prendre un amendement de votre part permettant la cession des titres à tout moment. Et dans ce cas-là, pour pas qu'il y ait de difficultés, je propose que dans ce cas-là, vous soyez soumis au droit commun, c'est-à-dire vos gains seront alors soumis à la flat tax. Bon, ben voilà, Jean-François Filiatre et ces quelques idées jetées dans le débat pour marcher gagnant. Merci beaucoup, Jean-François.